On peut-tu arrêter de parler de la crise climatique aux enfants à l'école, s'il vous plaît? C'est clair que ça les stresse. Check l'écolo qui capote puis qui veut nous faire brailler avec son éco-anxiété. Moi, je pense que c'est la faute à Greta Thunberg si les jeunes capotent sur l'avenir de la planète. Hey, ça a l'air qu'il y a des jeunes qui veulent pas d'enfants tellement sont stressés par les changements climatiques. Inondations, sécheresse et le mercure qui fracasse des records aux quatre coins de la planète. Les dernières années n'ont pas manqué d'événements climatiques extrêmes et inquiétants. Pas étonnant donc qu'on parle de plus en plus d'éco-anxiété. Mais que sait-on vraiment de l'éco-anxiété? Au détecteur de rumeurs, on a pu observer qu'elle reste encore méconnue, qu'elle est l'objet de nombreuses idées reçues, voire de préjugés. Et que c'est même devenu une sorte d'insulte pour certains que de traiter les citoyens préoccupés par le sort de notre planète d'éco-anxieux. On a donc cherché à cerner ce phénomène. Bonjour, ici Ève Baudin et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, on s'intéresse à l'éco-anxiété, dont on parle depuis une bonne vingtaine d'années déjà, mais qu'on connaît assez peu, semble-t-il. Et pour en savoir plus sur le sujet, j'ai le grand plaisir de recevoir une spécialiste de la question, Anne-Sophie Gousse-Lessard. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Anne-Sophie, tu es professeure au département de communication sociale et publique à l'UQAM. Tu es spécialisée en psychologie de l'environnement et en communication environnementale. Et à ce titre, tu as participé à plusieurs études sur le sujet. Est-ce que tu es éco-anxieuse, toi? C'est une bonne question. Oui, je ressens de l'éco-anxiété qui fluctue. Ouais. Je le ressens. Oui, oui. Bon, alors, j'aimerais ça d'abord qu'on concerne ce que c'est l'éco-anxiété, parce qu'on dirait que c'est un mot presque galvaudé dont on ne comprend pas tout à fait le sens. Donc, comment, toi, comme chercheuse, tu le définis? Donc, l'éco-anxiété, c'est quand on a beaucoup de pensées, on n'arrête pas de penser au changement climatique, aux problèmes à venir, on se sent nerveux, stressé, angoissé, ou on pense, on est inquiet par rapport à l'avenir de l'humanité, ou il y a aussi une partie parfois de culpabilité, donc on réfléchit à notre propre responsabilité face aux enjeux, etc. Donc, c'est pas une journée, on est un peu inquiet, puis après, on fait notre vie. Mais des fois, c'est juste, c'est pas obligé d'être saillant. Okay. On n'est pas obligé d'être en panique ou que c'est très, très présent. Des fois, c'est plus diffus, c'est en arrière-plan, ça fait partie de nos préoccupations générales. OK. Et donc, c'est la situation actuelle qui inquiète les gens ou c'est ce qui risque d'arriver qui stresse ou qui angoisse les gens? Il y a une grande partie anticipatoire. Donc, c'est tourné vers le futur. Qu'est-ce qui va arriver? Comment, à la fois, le monde du vivant en général, mais aussi l'humanité va faire face aux crises à venir. Mais c'est quand même ancré dans un constat d'inaction du présent. C'est lié à une grande prise de conscience, à la fois du manque d'action passée, mais aussi de qu'est-ce qui va arriver. Donc, est-ce qu'on pourrait dire jusqu'à un certain point que l'éco-anxiété, c'est normal, compte tenu de la situation? Bien, tout à fait. Donc, étant donné que c'est ancré dans une prise de conscience, donc c'est une réaction normale, valide, face à une menace qui est réelle. Donc, ça peut devenir très, très difficile à vivre, mais dans la grande majorité des cas et dans les recherches qu'on voit là, à l'international, etc., c'est une réaction plutôt modérée qui est valide justement face à la prise de conscience des menaces à venir. Dans le fond, c'est des gens peut-être qui ont une sensibilité un peu plus grande aussi? Bien, ça témoigne d'une grande connexion envers l'environnement, au monde des vivants, envers la nature. Ça témoigne d'un attachement par rapport aussi aux autres, à la société. Puis c'est lié à des connaissances souvent par rapport à qu'est-ce qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'on sait justement des gens qui en souffrent d'éco-anxiété? Est-ce qu'on a un profil d'eux, par exemple? Parce qu'on dit souvent que les jeunes sont plus atteints d'éco-anxiété. Est-ce que ça, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a une étude menée par la docteure Mélissa Généreux et son équipe avec qui j'ai collaboré. L'étude révèle que c'est 1/3 des 18-24 ans qui rapportent avoir ressenti cette inquiétude-là souvent ou presque toujours dans les dernières semaines. Donc, 1/3 des 18-24 ans s'inquiètent du futur de l'humanité de façon assez constante. Voilà. Puis ça a été démontré là, dans des dizaines de pays au travers le monde. Puis ça, c'est vraiment un constat. Les jeunes rapportent
une préoccupation puis une détresse plus grande que la population en général, effectivement. Il y a certaines études qui montrent que les femmes en remportent aussi davantage, les scientifiques aussi. Qui travaillent sur le sujet. Qui travaillent, oui, en environnement, en écologie, parce que c'est pas seulement changement climatique, là, on peut vivre de l'éco-anxiété, mais par rapport à l'ensemble des enjeux environnementaux, perte de biodiversité, raréfaction des ressources, etc., pollution, c'est vraiment, ça peut être lié dans un constat global là, des problèmes. Oui, bien, j'imagine, parce qu'à force de regarder les études, les pronostics, si on peut dire, c'est un peu décourageant. Là. Bien, ils connaissent les données aussi ça. Et ils voient que des fois, en fait, les politiques publiques ne suivent pas nécessairement les recommandations scientifiques aussi. Donc, des fois, il y a un écart entre la science et ce qui est fait, en fait. Donc, oui. On fait aussi souvent le lien entre le fait que certains jeunes ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils ont vraiment peur de l'avenir. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre l'éco-anxiété et tout ça? Oui, c'est intéressant. Donc, oui, il y a des réflexions sur est-ce que je souhaite devenir parent dans un monde qui semble incertain. Donc, oui, ça peut être lié, mais c'est pas que par rapport à l'éco-anxiété. On peut décider, en fait, de ne pas faire ça comme de ne pas avoir d'enfants parce qu'on se sent responsable aussi et qu'on ne veut pas ajouter des gaz à effet de serre, par exemple. Il y a plusieurs raisons qui sont soulevées, là, qui sont amenées quand on interviewe des jeunes par rapport à ça. Mais il y en a. Mais c'est ancré vraiment dans une vision de l'avenir plutôt sombre. Ben oui. Et ça, c'est un problème. En fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des jeunes de 15-16 ans qui font le constat qu'ils ne vivront pas aussi bien que leurs parents, que leur vie va être plus difficile. Et donc, pour moi, ça, c'est préoccupant, en fait, que plusieurs personnes d'une même génération voient l'avenir de façon inquiétante comme ça. En tant qu'adulte, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on lègue à ces enfants-là, puis quelle vision qu'ils peuvent avoir, puis comment ils peuvent contribuer à la société également. Travailler à développer un espoir lucide, donc pas dans le déni, mais réussir à trouver un sens dans cette tragédie, comme Picala, un grand chercheur sur l'éco-anxiété dit. Oui, absolument. Bon, là, l'année 2023, elle a été très chaude. On a battu des records. Puis l'été passé, on a vécu des moments, des journées entières où l'air était difficilement respirable. Donc là, ça devient aussi une expérience un peu plus directe, justement, de ces phénomènes-là. Ouais. Ça doit participer à augmenter l'éco-anxiété. Puis... Absolument. Il y a des études qui ont porté là-dessus. Donc, le fait de vivre des événements météorologiques extrêmes, par exemple, est lié et corrélé avec plus d'éco-anxiété. Donc, c'est pas nécessairement une cause à effet. C'est-à-dire que si je vis une inondation, pour vivre de l'éco-anxiété, il faut quand même que je prenne conscience que l'inondation que je viens de vivre est causée, du moins en partie, par les changements climatiques, que ça va revenir dans le futur, que ça fait partie d'un ensemble donc d'éléments. Si j'ai pas conscience de ça, puis je peux avoir des impacts sur ma santé mentale du fait d'avoir vécu de l'inondation, mais l'éco-anxiété ne sera pas nécessairement là. Mais de plus en plus, les gens font ce lien-là. Oui, quand il arrive des événements comme ça, on voit que ça se rapproche de nous. On va voir de plus en plus des préoccupations, puis l'éco-anxiété a augmenté à force de vivre des événements météorologiques extrêmes comme ça. On a vu au Québec, au Canada, des feux de forêt sans précédent. Il y a eu des tragédies partout dans le monde. Est-ce que ça peut aussi augmenter l'éco-anxiété ressentie dans la population en général? Le fait de voir la couverture médiatique d'événements comme ça. Oui, absolument. On n'est pas obligé de vivre directement les impacts des changements climatiques pour vivre de l'éco-anxiété. Et donc, les médias jouent aussi un rôle. La couverture médiatique fait en sorte qu'il y a des témoignages de préoccupations, d'inquiétudes, d'éco-anxiété là, qui dominent. Et on le voit aussi dans les recherches. Ça joue effectivement. Ouais. Oui. La couverture médiatique des changements climatiques est plutôt négative et axée sur les problèmes, donc les impacts. C'est vrai. Donc, ça reste une couverture relativement négative. Ça ne veut pas dire qu'il faut
pas parler des problèmes ou des impacts parce que pour une partie de la population, au contraire, ils sont pas encore... ils n'ont pas encore pris conscience de la ça. gravité. Donc, c'est ça. Mais oui, les recherches montrent que la couverture plutôt négative comme ça fait en sorte que, en fait, ça diminue le sentiment d'efficacité personnelle, donc augmente le sentiment d'impuissance face au changement climatique. Et ça crée de l'anxiété. Parce que l'éco-anxiété, c'est ancré dans de l'incertitude, un manque de prévisibilité, puis un manque de contrôle perçu. Qu'est-ce que je peux faire, moi, petit individu, face à l'ampleur de la situation du problème. Et donc là, les médias, avec une couverture plutôt négative, renforcent parfois ce sentiment de manque d'efficacité personnelle. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans le rose bonbon non plus. Parce que l'optimisme, pour des gens qui vivent déjà de l'éco-anxiété, en fait, quand ils lisent des articles de journaux là, qui nient un peu l'ampleur des problèmes, bien ça crée de l'éco-anxiété aussi. Okay. Donc, tu sais, c'est pas facile de la part des médias non plus de comment qu'on parle des enjeux. Alors là, c'est peut-être une piste que je lance, entre autres, aux médias pour réfléchir à, OK, on prend conscience des problèmes, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'il faut faire croître? Qu'est-ce qu'il faut faire décroître? C'est quoi les transformations nécessaires qu'on doit mettre en place, des chantiers à ouvrir pour qu'on soit capable collectivement de faire face aux chocs à venir? Parce qu'il va y avoir des chocs systémiques, géopolitiques, économiques, climatiques. Ça, c'est la science qui nous dit ça. Et donc, collectivement, on doit avoir cette réflexion-là, cette conversation-là sur qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis qu'est-ce qu'il va nous falloir comme outil. Oui, économique, organisationnel, politique, mais aussi social. Quelles compétences sociales, je pense à la bienveillance, solidarité, l'entraide, etc., qui va nous aider à faire face aux chocs à venir. Mais j'aurais le coup de dire qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans ce qu'on voit depuis 20 ans. Des petits gestes. Des petits gestes, des solutions individuelles. On voit une dépolitisation des enjeux. J'ai l'impression là, de ce qui se dégage de ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment un besoin que ça passe par la collectivité, les solutions pour soulager l'éco-anxiété, mais aussi qui sont les mêmes solutions pour résoudre l'impasse climatique là, où on est en ce moment. Il y a les deux, en fait, effectivement. Donc, face à un stresseur, on fait souvent deux choses. On veut gérer notre émotion, soit en essayant de ravaler notre émotion puis en faisant semblant qu'on la vit pas, soit en essayant de l'oublier, éviter. Donc, il y a des stratégies de, on va écouter Netflix toute la soirée plutôt que de réfléchir à nos angoisses et tout, ce qui peut être correct, là, valide pour un temps, pas tout le temps. Là. Ou sinon, on peut essayer de résoudre le problème à la source. Donc là, on est dans des stratégies d'approche du problème. Donc, on va s'informer sur le problème, on va s'informer sur qu'est-ce qu'on peut faire, on va essayer d'en parler aux autres, d'aller chercher de l'aide, on va essayer de s'impliquer, soit individuellement ou collectivement. Puis c'est correct de s'impliquer individuellement, là, d'essayer de modifier certaines façons de consommer, de se déplacer. Donc, on peut essayer de vivre le plus proche possible de nos valeurs, de nos préoccupations, comme individus. C'est ce que je comprends. Voilà. Donc, de vivre en cohérence avec nos valeurs, puis d'agir, de transformer. Donc, ça aide à mieux vivre l'éco-anxiété. Mais on voit aussi, en fait, que pour certaines personnes, ces gestes-là deviennent insuffisant. Donc, on se dit, mais oui, mais c'est pas en recyclant ou en faisant du vélo que je vais changer les choses ou que je vais participer aux transformations nécessaires. Et là, c'est là que la participation dans la sphère sociale, publique ou politique dans le sens large du terme, donc le vivre ensemble dans la collectivité, c'est là que ça devient vraiment porteur. Ça veut pas dire qu'on va ne plus vivre de l'éco-anxiété, mais ça va l'atténuer, mais au moins, on va aussi vivre des émotions positives au travers de ça. Donc, il y a des gens qui nous rapportent qu'ils ont trouvé un sens à leur vie de par leur implication sociale ou militante, par exemple, ou ils ont trouvé, parce qu'ils se sont impliqués dans des comités verts, etc., ils ont trouvé des gens qui leur ressemblent. Là, il y a un sentiment d'attachement, d'appartenance à un groupe qui fait en sorte que dans les moments les plus durs, ils se sentent plus soutenus, par exemple, etc. C'est pas tout le temps rose non plus, l'engagement. Non. Faut dire. Il y a comme le côté
l'envers de la médaille, finalement, que des fois, là, je pense surtout aux militants le plus intenses. On peut parler de burn-out militant, de fatigue. Puis c'est aussi que quand on est dans des groupes comme ça, c'est qu'on est très, très à l'affût des informations. Puis on a dit tantôt que les informations pouvaient déclencher ou du moins renforcer l'éco-anxiété. Donc, c'est tout le temps un équilibre à avoir. J'aimerais revenir sur le fait que, finalement, l'inaction politique, entre autres, suscite l'éco-anxiété. Est-ce qu'on ne devrait pas davantage insister sur ce lien-là entre l'inaction politique et l'éco-anxiété et les problèmes qui s'en suivent d'un point de vue de santé publique? Mais absolument. Donc, c'est vraiment un bon point. Donc, on le voit, là, je pense, entre autres, à une étude menée par Hickman et ses collègues. C'est une étude qu'elle a faite auprès de 10 000 jeunes dans 10 pays différents. Et elle a vu qu'au-delà de la crise sociologique en tant que telle, de la présence des changements climatiques, qu'est-ce qui amène beaucoup de détresse chez les jeunes, c'est l'inaction politique. Donc, c'est face à la situation, ben pourquoi on n'agit pas alors que c'est urgent également. Donc, ça amène beaucoup de détresse. Puis, effectivement, c'est bien de rappeler, en fait, on dit souvent, est-ce que l'éco-anxiété, c'est le mal du siècle? Ben non, c'est le système en ce moment qui fait qu'on détruit l'environnement. C'est la cause de la crise climatique, c'est-à-dire la manière qu'on est en tant que société, au monde, à la manière qu'on vit ensemble, qu'on détruit la nature, le vivant pour notre consommation, et ça a des effets, des pollutions diverses, mais entre autres aussi les changements climatiques sont un symptôme de notre mauvais rapport au monde. C'est ça qu'il faut rappeler. Puis d'ailleurs, c'est ce que je ne veux pas généraliser aux jeunes, mais plusieurs mouvements de jeunes environnementalistes, militants, militantes, disent, oui, on est éco-anxieux, mais arrêtez de focusser là-dessus, en fait. Regardez pourquoi, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre société, puis faisons en sorte qu'on amène les transformations nécessaires pour réussir à faire face à ce qui arrive. Donc, c'est important de parler de l'éco-anxiété. Ça fait partie des réactions normales, mais aussi multiples là, face à ces enjeux-là, parce qu'on ne vit pas que de l'éco-anxiété. On peut être en colère, on peut avoir un sentiment de deuil présent ou anticipé, de tristesse, etc. Donc, toutes ces réactions émotives-là, là, qu'on dit des fois éco-émotions, sont absolument normales, mais il faut creuser d'où ça vient, puis pourquoi on n'agit pas. Est-ce qu'on a des données sur le nombre de personnes qui souffrent d'éco-anxiété? Oui, il y a le baromètre de l'action climatique de 2023 là, mené par la chercheuse Valériane Champagne-Saint-Arnaud qui rapporte que 54% des Québécoises et des Québécois estiment avoir ressenti de l'éco-anxiété dans la dernière année. Je trouve que quand même, quand on est rendu à 50% de la population qui a vécu de l'éco-anxiété, est-ce que ça ne devient pas un enjeu de santé publique? Oui, mais donc la santé publique, entre autres au Québec, s'intéresse de plus en plus à la question. Ils font des journées de formation. Récemment, il y a eu un grand colloque de fait, une journée complète là, sur la question de l'éco-anxiété. C'est bien. Donc, il y a des formations à avoir aussi pour voir toutes les nuances apportées sur l'éco-anxiété, éviter le discours plutôt pathologisant aussi également. On est habitué de voir aussi les déterminants sociaux de la santé, donc voir en amont de façon systémique qu'est-ce qui fait ça. Donc, encore une fois, sur l'éco-anxiété, regardez c'est quoi les causes, les racines du problème et pas juste focusser ça sur on va essayer de guérir l'éco-anxiété. C'est pas la question. Donc, apporter toutes les nuances puis les réflexions nécessaires de plus en plus. Les policiers ont aussi un rôle à jouer important. On voit, par exemple, que les élus qui qui agissent en cohérence avec les valeurs plus environnementales pour essayer d'amener les changements nécessaires et tout, ça fait du bien aux gens qui sont plus préoccupés. Donc, des élus qui sont cohérents, qui portent un discours porteur, lucide aussi, donc qui n'essayent pas de nier la réalité,
Ça fait du bien. Donc, oui, comme des modèles, ils sont plutôt rares, mais il y en a ouais, qui soutiennent un peu l'espoir, un espoir lucide. Voilà. Puis est-ce que, disons, améliorer la qualité de notre rapport à l'environnement, mais à la nature, vraiment un contact direct à la nature, ça peut être une des solutions aussi? Je sais pas, je me dis peut-être que si on apprenait je sais pas, à se retrouver en nature, à retrouver un espace pour y être bien, j'imagine que ça peut faire du bien aussi. Bien, il y a plein de recherches faites là-dessus. Donc, le contact, la connexion à la nature amène des bienfaits, souvent, du moins, sur le bien-être psychologique, effectivement. Et donc, dans le cas de l'éco-anxiété, de prendre une pause, finalement, et d'aller en nature, oui, ça peut aider. Il y en a pour qui ça vient déclencher l'éco-anxiété parce qu'en fait, on devient émotif face à ça, ému, parce qu'on est en train de la détruire. Et là, ça nous projette vers l'avenir, quel avenir on laisse, etc. Donc, c'est pas un remède miracle, mais en général, on est déconnecté de la nature et peut-être que en tant que société, on devrait aussi se rappeler que on en fait partie, puis que sans elle, on n'est pas là. Donc, on est en train de détruire le vivant de par notre façon dont notre économie est faite. Puis, on ne durera pas longtemps si on détruit le vivant. C'est une belle conclusion, ça! Donc, on a pas mal de choses à faire. C'est un grand défi à relever, là, tant pour les gens éco-anxieux que ceux qui le sont moins, en tout cas. Le défi à relever, c'est vraiment essayer de prendre conscience de la crise socio-écologique et des choses à mettre en place. Et des gens L'action climatique, en fait, qui va régler le problème. Merci beaucoup d'avoir décortiqué tout ça avec nous, là, Anne-Sophie Gousse-Lessard. Je retiens que l'éco-anxiété est une réaction normale face à la crise climatique et à ses impacts futurs, que les manifestations de l'éco-anxiété peuvent être légères pour certains, alors que chez d'autres, elle peut devenir envahissante, que les jeunes et les femmes sont en effet plus touchés, mais que ça peut toucher tout le monde, finalement, et que c'est surtout l'inaction politique qui engendre l'éco-anxiété. Et pour terminer, que la meilleure façon de contrer la montée de l'éco-anxiété est de s'engager collectivement et socialement contre les changements climatiques. Merci encore. Merci beaucoup. C'était le Détecteur de rumeurs, une production de l'Agence Science Presse soutenue par le scientifique en chef, les Fonds de recherche du Québec et le Bureau de coopération interuniversitaire. À la recherche, Fanny Rohrbacher. À la réalisation, Claudie Fortier-Saint-Pierre. Au mixage sonore, Jonathan Doyon. À la production et à l'animation, moi-même, Ève Baudin. L'épisode vous a plu? Partagez-le et abonnez-vous au Détecteur de rumeurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide à poursuivre nos activités. On se retrouve au prochain épisode.